Lorsqu'on évoque l'Ouzbékistan, on pense bien sûr à la route de la soie, à Samarcande, à Bukhara. Or, l'Ouzbékistan aujourd'hui, c'est une économie qui marche bien, encadrée par un régime très autoritaire. Donc aujourd'hui, le dessous des cartes va s'intéresser à ce pays d'Asie centrale. L'Ouzbékistan est en Asie centrale. Ses voisins sont le Kazakhstan au nord, le Turkménistan et l'Afghanistan au sud, le Tadjikistan et le Kirghizistan à l'est. Le pays fait 447 000 km², la capitale est Tachkent, et l'Ouzbékistan donne sur la mer d'Aral, qui est une mer fermée, donc c'est un pays enclavé. L'Ouzbékistan compte 30 millions d'habitants, concentrés surtout au nord-est du pays. Ils sont très largement musulmans, à 88%, principalement des sunnites. L'islam ouzbek est influencé par des traditions pré-islamiques comme le zoroastrisme, et l'influence du soufisme est également importante. Je vous propose de repérer quelques étapes dans l'histoire. L'Ouzbékistan a toujours été un carrefour pour les invasions. Il a été dominé par les grands empires voisins, celui des Perses, celui des Grecs. À partir du IIe siècle après Jésus-Christ, les villes de Samarcande et Bukhara se trouvent sur la route de la soie, qui sera le principal axe de commerce entre l'Europe et l'Extrême-Orient, et ce jusqu'au XVe siècle. La région est successivement conquise par les Arabes, les Iraniens, puis les Seljoukides, qui sont des nomades turcophones. Elle est ensuite intégrée dans l'empire mongol de Gengis Khan, puis dans celui de Tamerlan, un guerrier turco-mongol né près de Samarcande. C'est au XVIe siècle, sous la domination des Ouzbeks, qui sont des turcophones, que les langues turques se développent aux dépens des langues iraniennes. Au XIXe siècle, les territoires ouzbeks passent sous la domination de la Russie tsariste, et après la révolution bolchevique, plusieurs républiques socialistes soviétiques sont créées en Asie centrale. Celle d'Ouzbékistan, à laquelle est rattachée la République socialiste soviétique autonome de Karakalpaki en 1936, celle du Turkménistan, celle du Tadjikistan et les républiques kirghizes et kazakhes. En 1991, lorsque l'Union soviétique éclate, elle donne naissance aux 5 États indépendants que l'on connaît. Aujourd'hui, la plupart des citoyens ouzbeks sont de l'ethnie ouzbek, soit 80% de la population du pays. 6% sont des Russes, 5% des Tadjiks, 3% des Kazakhs. C'est un pays désertique, avec au nord le Kizilkoum, l'un des plus grands déserts d'Asie centrale, et au sud-ouest, le désert du Karakoum. Les deux grands fleuves d'Asie centrale, le Sirdarya et la Moudarya, se jettent dans la mer d'Aral. On voit que les ressources hydriques du pays sont limitées, il y a donc peu de terres cultivables. Mais comme la vallée de la Fergana est arrosée par le Sirdarya, c'est la zone la plus fertile du pays. Cette dépression montagneuse, nichée entre les monts Tian au nord et les monts Alai au sud, est divisée entre l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizistan. À l'échelle nationale, le coton est la principale culture, essentiellement dans la zone que vous voyez là sur la carte. L'Ouzbékistan est le 6e producteur mondial de coton, et le coton représente 20% des exportations du pays. Mais cette production intensive de coton, favorisée par Moscou, a conduit à une utilisation excessive de produits chimiques et à l'épuisement des ressources en eau. Entre Bukhara et Samarcande, le fleuve Zeravchan est aujourd'hui asséché. Et puis regardez ces images de la mer d'Aral. Depuis le début des années 60, sa superficie s'est réduite d'environ 80% du fait des canaux d'irrigation dérivés depuis le Sirdarya et la Moudarya qui alimentaient cette mer intérieure. Alors depuis 2005, la tendance s'inverse progressivement dans la partie nord grâce à la construction d'une digue. Parlons d'économie. Si on regarde la composition du produit intérieur brut du pays aujourd'hui, l'agriculture représente 18,5% du PIB, le secteur industriel 36,5%. Le pays exploite d'importantes ressources extractives, des minerais tout d'abord, de l'or, l'Ouzbékistan est le 9e producteur mondial, de l'uranium, le pays est 6e producteur mondial,
Le pays dispose également de gaz naturel, c'est le 15e producteur mondial et ça représente 29% des exportations du pays. Mais le réseau date de l'époque soviétique et les infrastructures manquent. Autre héritage soviétique, la métallurgie, la chimie, l'aéronautique et l'industrie automobile. Aujourd'hui, les autorités ouzbèques modernisent ce tissu industriel et pour cela mettent en place des programmes d'investissement. À cela s'ajoutent des investissements venant de l'étranger. Américains dans la vallée de la Fergana avec General Motors, allemands dans la région de Samarcande avec Mercedes-Benz et MAN. Globalement, plus de la moitié des exportations ouzbèques sont dirigées vers la Russie, la Chine et le Kazakhstan. Quant au secteur tertiaire, il se développe rapidement. Aujourd'hui, il forme 45% du PIB contre 27% il y a une vingtaine d'années au moment de l'indépendance. Le secteur bancaire a connu un développement rapide, il est contrôlé par l'État et le marché des télécommunications est lui aussi en plein développement et lui aussi géré par l'État. Regardez ce graphique qui montre la progression du PIB ouzbek entre 2000 et 2011. Le pays enregistre une croissance annuelle très forte, elle est en moyenne de 8% depuis 2004, et une telle évolution s'explique également par la consommation intérieure. La population ouzbek représente la moitié de la population centra-asiatique, et elle est très concentrée géographiquement. Cela dit, les bonnes performances économiques de l'Ouzbékistan ne doivent pas masquer les faiblesses structurelles du pays et l'emprise de l'administration sur l'économie nationale. D'autant plus que le clan présidentiel n'entend pas renoncer au contrôle des institutions politiques. Depuis 25 ans, en effet, l'Ouzbékistan est dirigé par un seul homme, Islam Karimov, élu en 1989 premier secrétaire du Parti communiste ouzbek et en 1991 président de la République d'Ouzbékistan, puis réélu en 2000 et en 2007. Le régime est autoritaire, répressif, quelques 2000 prisonniers politiques selon les organisations de défense des droits de l'homme sont dans les geôles du pays et le processus de transition démocratique est inexistant. Certains analystes estiment même que le seul mouvement d'opposition au régime de Karimov, ce sont les mouvements islamistes radicaux. Depuis 1991, c'est dans la vallée de la Fergana que se développe l'islamisme radical. Le mouvement islamique d'Ouzbékistan, influencé par le régime taliban afghan en place à Kaboul de 1996 à 2001, réclame la création d'un État islamique. Et d'ailleurs, après le 11 septembre, les Nations Unies ont inscrit ce mouvement sur la liste des groupes soutenant Ben Laden et son réseau. La vallée de la Fergana est donc un lieu de dissidence politique, mais également une zone de transit pour la drogue par les routes que vous voyez là sur la carte. Car l'Afghanistan produit plus de 90% de la production mondiale d'opium et 25% de l'héroïne afghane transite par l'Asie centrale. La menace islamiste, qu'elle soit prétendue ou réelle, a permis à Karimov d'accroître la répression politique dans le pays et de s'opposer comme un rempart contre le radicalisme à l'échelle locale, mais aussi pour la sécurité régionale, voire internationale. Et ce type de changement d'échelle fonctionne, car vous allez le voir, tout le monde veut la stabilité de l'Ouzbékistan en Asie centrale. La Russie, pour des raisons historiques, car elle a longtemps considéré l'Asie centrale comme son précaré, mais aussi la Chine, qui a mis fin à l'appropriation des réserves gazières par Moscou. Le Turkménistan détient 12% des réserves mondiales de gaz naturel, et voici le gazoduc qui achemine ce gaz via l'Ouzbékistan et le Kazakhstan jusqu'au Xinjiang, à l'ouest de la Chine. Là, il se reconnecte au réseau chinois qui achemine le gaz turkmène jusqu'à la côte. Inauguré en décembre 2009, c'est le premier gazoduc qui relie l'Asie centrale au réseau gazier chinois. Les Ouzbeks y sont raccordés depuis 2011 et en 2013, il achemine 40 milliards de mètres cubes, soit près de 30% de la consommation chinoise. Et avec cet accès direct de Pékin aux réserves gazières de la région, on assiste donc à un tournant dans la relation Russie-Asie centrale. Et puis autre revers pour Moscou, au lendemain du 11 septembre, l'Ouzbékistan a autorisé les États-Unis à installer une base à Karshi-Khanabad, dans le sud du pays, et de l'utiliser pour ravitailler les troupes américaines stationnées en Afghanistan.
Alors aujourd'hui, Karimov continue à vouloir se démarquer de l'influence russe. Moscou ne possède aucune base dans le pays et Tachkent, après avoir appartenu à l'organisation du traité de sécurité collective, une sorte d'OTAN russe, s'en est retiré en 2012, ouvrant ainsi vers de nouvelles relations avec les pays occidentaux. Début 2013, ont été amorcées les évacuations des équipements militaires d'Afghanistan et Tachkent a autorisé les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne à se servir du territoire ouzbek pour le transit terrestre de ce matériel vers l'Europe. Alors que peut-on retenir de cette évocation de l'Ouzbékistan? D'abord, ce pays est bien doté en ressources naturelles, il est donc bien placé pour en négocier la production et l'exportation, mais sa fragilité, c'est d'être un pays enclavé, il est donc très dépendant de bonnes relations avec son voisinage. Ensuite, en Asie centrale se joue un nouveau grand jeu. L'expression fait référence à la rivalité entre la Russie et l'Empire britannique des Indes au XIXe siècle. Or aujourd'hui, la rivalité, c'est entre la Russie, les États-Unis, mais aussi maintenant la Chine. Et puis troisième élément, se posera inévitablement la question de la succession de ces dirigeants de ces pays en Asie centrale. Tous sont d'anciens apparatchiks soviétiques et ils sont au pouvoir depuis les indépendances, c'est-à-dire plus de 20 ans. Eh bien, est-ce que ces changements d'hommes entraîneront des changements de régime? En tout cas, cela posera la question et la problématique des oppositions islamistes.